Salut à la personne qui a lancé cette analyse en pleine nuit. Ou en plein milieu d'un open space super bruyant. Ouais, exactement. Surtout si, en ce moment même, on se sent complètement vidé, en train de se demander pourquoi on est aussi épuisé après avoir pourtant tout donné cette semaine. C'est un sentiment tellement répandu en fait. Complètement. Alors, bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on décortique l'épisode 6 de la saison 2 de Joker Impact. Et la mission d'aujourd'hui, elle est de taille. Ah ça oui. On va démonter un mythe qui est, disons-le, sacré, et surtout particulièrement toxique dans notre monde du travail de 2026. Ce mythe, c'est l'idée que l'effort serait une stratégie. Alors que c'est pas le cas. Pas du tout même. Exactement. Le but, c'est vraiment de confronter cette notion de travailler dur face à celle de travailler juste. Et au passage, de regarder un peu les responsabilités des deux côtés. C'est ça. Mais avant de plonger dans les chiffres, l'analogie utilisée dans les sources pour ouvrir le sujet est... Enfin, elle est glaçante. Ah, le fameux voilier. Imaginez la scène. On est sur un immense voilier de course. En pleine traversée de l'Atlantique. Voilà. Le vent hurle, les creux font bien 6 mètres de haut, et sur le pont, tout l'équipage rame comme des damnés. Ils transpirent, ils sont épuisés. C'est ça, le visage crispé, le capitaine qui hurle dans son mégaphone pour demander encore plus d'efforts, plus de cadence. En mode story sur les réseaux avec le hashtag TeamMotivated. Ouais. La grande mascarade. Parce que, et c'est là que c'est tragique, personne, absolument personne, n'a remarqué que l'encre est toujours descendue au fond de l'océan. Et que le gouvernail est coincé. Exactement. Coincé depuis 3 jours. Du coup, le bateau tourne en rond, et quand il finit par couler d'épuisement ou se fracasser sur les rochers, tout le monde sur le pont s'étonne et dit « Mais on comprend pas, on a pourtant tout donné. C'est triste à dire, mais c'est exactement le reflet de nos organisations modernes en fait. » Bon, décortiquons tout ça. Pourquoi notre société glorifie-t-elle à ce point ce mythe du bon soldat qui se sacrifie? Fondamentalement, c'est devenu une forme collective d'évitement, voire de lâcheté pour utiliser les termes exacts de l'analyse. De lâcheté, carrément. Oui, parce que l'effort sans stratégie, c'est plus facile. C'est plus facile de demander aux gens de courir partout plutôt que de définir un cap clair. C'est une responsabilité partagée entre la direction et les salariés, tu vois. D'accord, mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce naufrage collectif avec notre bateau, là, il faut regarder les conséquences chiffrées. Et les documents qu'on a sont implacables. Les statistiques de Gallup 2026, elles font froid dans le dos. Vas-y, donne-nous les chiffres. Eh bien, 64% des salariés français pratiquent ce qu'on appelle le quiet striving. 64%? Mais c'est énorme. C'est presque les 2/3. En gros, ils font semblant de travailler dur, mais sans aucun résultat réel. Ils simulent l'urgence. Et ça coûte une fortune. Selon l'OCDE aussi, en 2026, ce présentéisme, ça coûte plus de 13 800 € par personne et par an. Un record absolu en Europe. C'est fou. 13 800 € jetés par la fenêtre pour chaque personne. Et il y a aussi une vraie fracture générationnelle là-dessus, non? Complètement. La génération Z, elle regarde ça et elle refuse de participer. Elle rejette ce culte de l'effort stérile. Ce qui agace forcément les plus anciens. Exactement. Les seniors voient ça comme une trahison. Eux, ils ont sacrifié leur soirée, leur week-end sur l'autel du présentéisme. Donc si les jeunes disent que ça sert à rien, c'est toute leur vie professionnelle qui est remise en question. C'est hyper violent en fait. Moi, l'image que ça me donne, c'est comme courir sur un tapis de course en s'imaginant qu'on va arriver dans une autre ville. On transpire, on a les muscles qui brûlent, mais on fait du surplace. C'est une excellente image. Attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Est-ce que ce fameux quiet striving, ce n'est pas juste un nouveau mot à la mode, un peu sympa, pour excuser la paresse pure et simple? Ce qui est fascinant ici, c'est que la mécanique psychologique est très différente. La paresse, c'est refuser de faire l'effort. D'accord. Le quiet striving, au contraire, ça demande une énergie folle. C'est un travail à temps plein de faire semblant d'être sous l'eau. C'est pas de la paresse, c'est vraiment le symptôme d'une entreprise qui mesure uniquement la présence physique. Parce qu'elle ne sait pas mesurer l'impact réel, c'est ça? Voilà. Si ton boss juste ta valeur à l'heure à laquelle tu éteins ton ordi, tu vas laisser ton ordi allumé tard. C'est une simple adaptation au système. Ouais, c'est logique. Si le système ne fonctionne pas, et qu'il coûte 13 800 € par an et par tête, pourquoi les deux camps continuent de l'alimenter? Pour le comprendre, il faut regarder du côté de la psychologie de l'évitement. Et du côté de cette fameuse responsabilité partagée. Exactement. Si on prend le dirigeant, par exemple, demander un effort massif, c'est souvent un écran de fumée pour masquer un manque de direction. Donc le patron qui dit « on donne tout ce mois-ci », en fait, il ne sait pas où il va. Très souvent, oui. Parce que clarifier une stratégie, ça implique de faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Ça fait très peur de dire on abandonne ce marché pour se concentrer sur l'autre. Parce que si ça plante, c'est sa faute. Voilà.
Alors que s'il demande à tout le monde de s'agiter dans tous les sens, il utilise l'effort comme outil de contrôle et d'anesthésiant. En cas d'échec, il dira «le marché était dur, mais on a beaucoup travaillé». C'est un bouclier parfait. Et pour le salarié, du coup, l'effort devient une identité refuge. C'est ça. Le salarié se cache derrière le «je fais de mon mieux, regarde mes heures supplémentaires». Ça évite de devoir remettre en cause des process absurdes. Et au milieu, tu as le cadre intermédiaire. Le fameux sandwich humain, comme le disent les sources. Le sandwich humain, oui. Il reçoit des ordres flous d'en haut, il voit l'épuisement en bas et il s'épuise lui-même à relier des injonctions qui n'ont aucun sens, juste pour prouver sa loyauté. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, au fond, l'effort, c'est rassurant. Je veux dire, si on arrête de juger les gens sur leurs heures passées au bureau, le syndrome de l'imposteur va exploser. Ah, mais c'est le grand tabou. Bah oui, comment prouver sa valeur si ce n'est pas par la sueur? C'est exactement ça. Énormément de gens préfèrent la douleur de l'épuisement plutôt que la responsabilité de devoir réfléchir différemment. C'est là qu'intervient la loi de Pareto. Les 20% d'actions qui produisent 80% de la valeur. Exactement. Appliquer Pareto, ça veut dire prioriser. Et prioriser, ça terrorise les organisations. Parce que ça veut dire admettre que 80% de ce qu'on fait ne sert pas à grand-chose. Alors la théorie psychologique, elle est très claire. Mais comment ça se traduit sur le terrain? Parce que les sources qu'on a, elles regorgent d'histoires vraies. Et certains finissent très mal. Ouais. Prenons le cas dramatique de cette entreprise industrielle du Grand Est. Une boîte en pleine transition écologique. Un cas d'école de désastre. Complètement. Le dirigeant, paniqué par les objectifs, demandait toujours plus. Plus de cadence, plus de présence. Et les salariés, comme des bons petits soldats, ils ont fait des heures sup en silence. Sur des process qui étaient complètement obsolètes en plus. Absolument. Ils s'acharnaient sur des vieilles méthodes sans oser dire que ça ne marchait plus. Le bilan au bout de 6 mois, c'est un burn-out collectif, 3 arrêts maladie de longue durée et surtout 2,4 millions d'euros perdus. 2,4 millions. Tout ça pour avoir travaillé dur au lieu de travailler juste. C'est le bateau qui coule pendant qu'on rame. Mais heureusement, les sources opposent ça à une autre histoire, beaucoup plus lumineuse. L'histoire de Caïs. Voilà. Raconte-nous un peu le miracle de ce fameux recalibrage. Caïs, c'était le cliché du mec qui donne tout. Jusqu'au jour où, alerte médicale rouge, son médecin lui impose de réduire son temps de travail de 30%. Le fameux coup près. C'était ça ou l'hôpital? C'est ça, il s'est retrouvé forcé d'appliquer Pareto. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a explosé ses objectifs. Mieux que ça, sa valeur pour l'entreprise a augmenté de 40%. Parce qu'en coupant ces fameux 30% de temps, il a coupé tout ce qu'on appelle l'effort de contrôle invisible, les réunions inutiles, les validations qui ne servent à rien. Il s'est enfin concentré sur l'essentiel. Et c'est ce même déclic qui a sauvé notre entreprise industrielle du Grand Est, celle qui avait perdu 2 millions. Oui, grâce à l'intervention du cabinet Joker Impact. Exactement. Les documents détaillent comment Sophia, leur consultante, a mis en place un outil incroyable, la carte de l'effort juste. C'est d'une efficacité redoutable comme méthode. En gros, l'idée, c'est de diviser littéralement chaque tâche en 2 catégories. L'effort dur d'un côté et l'effort juste de l'autre. C'est ça. Si ça n'a pas d'impact réel, c'est de l'effort dur. Peu importe à quel point c'est épuisant. Et les résultats sur cette usine en seulement 8 mois, c'est bluffant. La productivité a grimpé de 31%. Le temps de travail global a baissé. Et le turnover, c'est-à-dire les gens qui démissionnaient, a chuté radicalement. Parce qu'ils ont retrouvé du sens, tout simplement. C'est comme vider un grenier, tu vois. On ne cherche pas à mieux empiler les vieux cartons poussiéreux. On jette ce qui ne sert à rien. Mais, et c'est là le hic, dire à son boss en face qu'on jette un carton parce que sa procédure est nulle, ça demande un courage fou, non? Bien sûr. Et c'est pour ça que la consultante, Sophia, utilise une phrase qui m'a vraiment marquée dans les sources. Elle dit « Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin ». C'est puissant. C'est puissant parce que l'outil dépersonnalise totalement le conflit. Quand tu utilises la carte de l'effort juste, tu ne cherches pas de coupable. C'est juste un diagnostic. Exactement. Tu cherches la vérité sur les processus. Ça permet au patron de voir l'absurdité de ses demandes sans se sentir attaqué personnellement et aux salariés d'arrêter de s'épuiser. Chacun retrouve sa juste place. Ok, mais alors, la vraie question, la question pratique pour la personne qui nous écoute. Si cet outil existe, comment on l'applique dès demain matin, sans se faire licencier ou passer pour un mec désinvolte? La clé, c'est ce que les documents appellent la visibilité stratégique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un travail invisible, même si c'est de l'excellent travail, l'entreprise ne peut pas l'orienter. Il faut arrêter d'attendre que la direction devine nos efforts par magie.
Donc, rendre son travail visible. Envoyer un mail à tout le monde pour dire « Regardez comme je bosse bien ». Non, surtout pas ça, malheureux. Rendre visible l'effort juste, c'est dire de manière factuelle, j'ai choisi de prioriser tel projet pour débloquer telle situation. On affiche ses choix. Et la contrepartie, j'imagine, c'est de savoir dire non. Ah, l'art de dire non intelligemment. C'est indispensable. Aligner les priorités, ça exige de dire non à l'urgent pour réussir à sauver l'important. Comme refuser une réunion de 2 heures qui n'a pas d'ordre du jour. C'est exactement ça. Il faut arrêter ces réunions qui sont, en réalité, une forme de procrastination institutionnalisée. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Si on pousse la logique, imaginons que je suis dans un environnement hyper toxique, une boîte qui ne jure vraiment que par le présentéisme pur. Où il faut partir à 20 heures pour être bien vu. Voilà. Est-ce que je peux vraiment, moi, tout seul, dans mon coin, jouer la carte de l'effort juste et espérer changer les choses? Cela soulève une question cruciale. Et l'analyse est très lucide là-dessus. Travailler juste, c'est pas juste optimiser son agenda. C'est évaluer son organisation. C'est un test pour la boîte, en fait. Oui. Si vous appliquez cette méthode, que vous montrez vos résultats, et que l'entreprise vous sanctionne quand même parce que vous refusez de jouer le jeu de l'épuisement, Qu'est-ce qu'on fait? eh bien c'est que cette organisation ne mérite peut-être pas votre investissement intellectuel. Parfois, l'effort ultime et le plus juste, c'est d'accepter que notre place est ailleurs. C'est clair. C'est refuser de couler avec le navire si le capitaine refuse de remonter l'ancre. Tout à fait. Ça remet pas mal de choses en perspective. Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, la grande leçon, c'est que quand l'effort cesse d'être une simple stratégie d'évitement, c'est là qu'on commence enfin à avancer. À avancer dans la bonne direction, oui. Alors, c'est le moment de lever les rames une petite seconde. Observez l'horizon et autorisez-vous un petit sourire ironique face à toutes ces absurdités collectives qu'on s'impose. Et pour vous laisser avec une petite réflexion percutante ce soir, imaginons qu'une règle vous oblige dès demain à amputer de moitié vos heures de travail, tout en devant maintenir vos résultats essentiels. Oula, la pression. Qu'est-ce que vous auriez le courage d'arrêter de faire dès ce soir? Excellente question. Une question qui donne envie de faire un grand tri dans son agenda. Ici s'achève l'épisode 6. Que l'effort devienne enfin juste.